Une forte averse s'abat soudain sur le bourg de Poucheux. Une centaine d'anciennes maisons, placées sous protection, sont copieusement arrosées par la pluie. Alors que les personnes extérieures à cette localité se font du souci pour elles, les habitants locaux, quant à eux, s'en fichent. Car on ne sait combien de fois il a plu depuis plusieurs centaines d'années. Mais on n'a jamais entendu parler de l'écroulement de l'une de ces maisons en raison de la pluie. Jiangxi, Hunan occidental, est un pays pluvieux. Mais des maisons plusieurs fois séculaires y demeurent intactes. Comment a-t-on fait pour protéger ces anciennes architectures de l'érosion due à l'eau de pluie? Le bourg de Poucheux est un bourg antique faisant partie du district de Luxi, préfecture autonome Truzhia-Emia de Jiangxi, province du Hunan, Chine. Il est situé sur le cours moyen de la rivière Yuan. On arrive au bourg de Poucheux après avoir parcouru 500 km en bateau en remontant le fameux lac Dongqing. L'architecture réserve souvent une surprise aux visiteurs dans le bourg. Ce bourg antique d'une superficie de 2 km² seulement est constellé de plus de 100 maisons datant de la dynastie des Ming et de la dynastie des Qing. Ces maisons séculaires ont survécu à l'érosion naturelle et aux guerres et demeurent dans leur style et leur conception originale. Certaines d'entre elles sont dans un état délabré, mais leur ossature et leurs ornements défectueux font songer à leur splendeur d'antan. Alors pourquoi une centaine de maisons comme celle-ci ont-elles pu apparaître dans le petit bourg? Pour trouver une réponse à cette question, nous entrons dans le lotissement des Zi. Un ensemble de maisons relativement en bon état de conservation. Il est divisé en 2 cours, avec 2 patios et 2 grandes salles. Ce complexe a 48 colonnes en sapin de Chine massif, presque du même calibre. Acquérir 48 colonnes en bois massif de même calibre, ce n'est pas chose facile. Alors comment a fait le propriétaire de ce logement pour y parvenir? Il est impossible de dater le lotissement du clan Zi. À en juger par son état actuel, les services locaux d'administration des reliques culturelles préconisent qu'il a été construit sous le règne de l'empereur Tronzhe, soit dans les premières années de la dynastie Qing. Le fondateur de cette branche du clan Zi s'appelait Zi Daxu. Les documents ne nous permettent pas de connaître les motivations de la décision de Zi Daxu. Mais une chose est certaine, pour faire du commerce à Jiangxi, il faut aller dans le bourg de Poucheux. Le bourg de Poucheux est adossé à une montagne et arrosé par la rapide rivière Yuan. Celle-ci devient paisible dans ce secteur grâce à une grande baie. Sur les 2 rives de cette rivière étaient éparpillés 24 appontements. Leur construction renvoie à la production de minerais de fer en grande quantité dans cette localité. En effet, une montagne non loin du bourg de Poucheux recelait de très riches ressources de minerais de fer. Avant la guerre de l'opium de 1840, la fonte du fer produite à Poucheux s'acheminait par bateau vers divers endroits de la Chine. Ce qui expliqua la multiplication des hauts fourneaux sur les 2 rives de la rivière Yuan à l'époque. Or le bourg ne pouvait compter uniquement sur la production de fer pour s'enrichir. Voici l'arbre de Tang, l'une des principales espèces d'importance économique dans la montagne de Jiangxi. Ces noix donnent de l'huile imperméable à l'eau. Avant l'apparition des produits chimiques, l'huile de Tang était largement utilisée dans l'architecture, la construction navale et d'autres domaines du quotidien. Il était la principale ressource naturelle dans Jiangxi et une marchandise très commercialisée dans la région. Dans le temps, l'huile de Tang, produite dans la montagne, ne pouvait être transportée que par voie d'eau. Le bourg de Poucheux, situé sur le cours moyen de la rivière Yuan et privilégié par une grande baie naturelle, devenait une plaque tournante du transport fluvial pour le départ de l'huile de Tang en grande quantité et les arrivages de sel, de tissus et d'autres articles de première nécessité.
Ceci a permis à Pushë de devenir le plus grand centre de distribution de marchandises dans Xiangxi et de former un grand nombre de riches hommes d'affaires, dont les Di. Les Di étaient grossistes en huile de tang, en marchandises dans transbordement comme le sel, mais aussi en bois. Xiangxi, montagneux, était une grande région productrice de bois. Ce matériau était transporté en radeau en descendant la rivière Yuan jusqu'au lac Dongting. Beaucoup d'hommes d'affaires de Pushë devinrent riches grâce à ce commerce. Avant la construction de leur maison, les Di avaient mis de côté, dans leur commerce, les meilleurs troncs pendant de longues années. Pendant la mise en chantier, ils se montraient extrêmement exigeants quant au choix des artisans et aussi quant à la durée des travaux.就不管是工期也好，然后招的这个工人的做工的数量也好，都是有一个讲究在里面。讲究的。所以整个工期是6年了。Mais ce n'était pas là tous les prodiges du lotissement des Di. Une grande averse nous permet de découvrir un mystère plus impénétrable que recelait le sous-sol de cette maison antique. Notre reportage dans le bourg de Pushë fut interrompu par une forte chute de pluie. Nous devions nous contenter d'attendre, mais en attendant, nous fûmes surpris par une découverte au premier étage de la maison. Le terrain est dallé à l'intérieur comme à l'extérieur de la cour de cette maison. C'est un terrain plat, il y a peu d'eau de pluie stagnante dans la cour, mais il y en a beaucoup à l'extérieur de la cour. Nous demandons à Zhang Minfei, président de l'association des personnes âgées du bourg de Pushë, de nous expliquer ce phénomène. 我们当时呢，对这个问题呢还是不明白。后来我们修整这个房子，当在这个厅里面呢，揭开这个地面之后啊，就发现了很大一个原址。 Comment se fait-il qu'il y ait un bassin sous la grande salle? Ce phénomène paradoxal avait beaucoup intrigué les réalisateurs des travaux de réfection. Plus tard, un des descendants du propriétaire de la maison en question fit savoir que ledit bassin était destiné à l'élevage des tortues. Monsieur Zhang Minfei nous donne des explications sur ce qui s'est passé au-dessous du sol du lotissement des Di à l'aide d'une maquette qu'il a improvisée. 当时在这个清理这个地面的时候呢，一共就发现下面把土一挖掉了，就有很大一个圆形池子，就是这个样子，是个圆形的这个台阶。您做的这个模型这个模型的呢，就像这个样子。 Zhang Minfei et ses collègues ont découvert lors des travaux de réflexion un système de drainage compliqué au-dessous du sol de la maison antique en question. 这是一边一个了，下水去这个位置呢，来，你们就看到我们这一对景了。刚才那个按照那个方向呢，房子的方向，像这样子呢，对着这个面一边一个。 那么这边呢是左边在下水道呢，刚才就是那个天井。那么在后面这第一厅、后厅呢，它这里有个井，这里也有个井。我们现在是在这个八卦的这个我们在台阶这个地方。那我们往里面走是到？往里面就走这个第二厅堂在这里。这儿是吗？我们去看。好，行。这个中门，这就是第二厅堂。 所以下水道就是在这样的吧？这边呢是的，是下水道左边。这边。Dans le bourg de Pushë, toutes les anciennes maisons sont d'une structure grande salle patio. Le patio est destiné à amener la lumière du jour et l'air frais, ainsi qu'à évacuer l'eau de pluie,
par un système de drainage souterrain desservant toute la maison. Ce qui est plus surprenant encore, c'est que ce système de drainage est sur un plan incliné. Pourquoi ça ? 我们就想为什么呢？后来呢，在这个地方呢，发现了一个门石，立的一个呢风字，这边呢就看到一个呢水字，这一看呢，就知道了，这叫风水。那就是打雨的时候呢，这个房子系统呢都是可以双面排水。当水小了以后呢，它这就形成一个水的渠道。 这边呢，就形成一个风的渠道，是风呢触动于水，水呢带动于风，所以这边呢，把这个风水二字呢，就得到了一个格式。 Reste à savoir pourquoi on a construit un bassin à tortues au-dessous de la grande salle de la maison. 这变的是生的。你们当时看到那个乌龟了吗？ 看到了啊，你看到乌龟了？看到乌龟了，但是呢没有，那不像我们现在这样呢，有看不到好几个，可能就在那个井里啊那个地方去了，看那么一两个，有这么大。这么大？那这个大概有多少岁哦？那最低是几百年的了。啊，这么小一个几百年？几百年的，它的不是大小的问题，乌龟它就看到的壳子了，它的八卦骨的纹路。 Jean Mingfei a acheté pour la circonstance des tortues pour mieux nous expliquer. 今天带的是几只？4只。一般在这里面的呢，规制里面呢，按照原有的常规呢是8只。要放8只。因为8只呢比较纪律，也是4对，它这里还可以繁殖。今天呢，因为这是个母性呢，我们就带来4只，把这4只摆上去了，看看，看一下啊。 都一起放了吗？一起放了4只。这个呢，你可以呢把水一看，它就在这里面，你看，它们就行走了。对，没错。这样子呢，下水以后呢，乌龟在里面活动呢，跟这个篱笆有疤，所以过去叫乌龟笆沙，它就在这里面活动，把那又收脱了阴沟。所以呢，这些古建筑呢，基本上呢就是几百年了都没有清理这个阴沟。 这个乌龟它不会爬出来吗？刚刚它都爬出来了。因为我们这个是制作的一个模型实际上呢，这个上面呢都有石头的盖板。石头盖板这样的呢，石头盖板了，这些长条石盖板。所以这个是后来修。这是后面呢，它维修以后。Les tortues se nourrissent d'insectes et d'autres choses dans les égouts. Elles vont à la recherche de nourriture en sillonnant la boue. Les égouts sont ainsi nettoyés. Une ribambelle de tortues servent d'éboueurs bénévoles depuis plusieurs centaines d'années. En prenant des chiffres fastes et en assortissant leur maison d'un système souterrain d'évacuation de l'eau de pluie, les Zi se creusèrent la cervelle pour mettre à profit un maximum de conditions de la géomancie favorables, comme on faisait dans l'architecture traditionnelle chinoise. Mais ce n'est pas tout. La principale entrée est la composante la plus importante d'une architecture traditionnelle chinoise. Il en est de même pour le lotissement des Zi. Les murs extérieurs de sa principale entrée ont la forme du caractère chinois 8, bas, soit une lettre V en sens inverse. Dans l'ancien temps, l'entrée de cette forme était réservée exclusivement aux mandarins hiérarchisés. Comme Zidassu, fondateur de la branche du clan Zi à Poucheux, avait été un préfet, le lotissement des Zi avait donc son entrée principale en forme de V inversée. 这木料1800年了，它这个门你看好大，它的开身是一单手嘎开的，盖开这2块。它你看，您说并拢的是一个木料啊，一单手被嘎开的。哇！它这个关了以后呢，它的木工呢也非常精巧的给它设计了，因为呢，导致呢过去要用刀雕这个门栓，现在他说了以后呢，这个门栓你就开不开？不行，请你开一下。我来开啊。那我是里面，我在里面我也不能开吗？哎，就是在里面开不开？上面这个能开。开，下面你开不开？
下面我试一下。还有什么机关没有？我怎么真的开不了啊？这边有没有？它这个呢，下面呢就是设计到了一个机关。在哪里？它这个你从刀跟这个缝子里呢挑过来，这个木栓你开不开？就防止外面有人挑。外面跟外面。那机关在哪儿？你快给我们介绍。这个机关呢，它那个呢，你看在这下面。在这下面。在下面啊。它这下面有个钉子，你把它顶起来。就开了。Ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'entrée principale du lotissement des Dzi restait fermée dès son inauguration jusqu'au mariage d'un jeune homme de leur clan 60 ans plus tard. Pourquoi? En effet, la principale entrée du lotissement des Dzi resta fermée durant 60 ans qui avaient suivi son inauguration. Mais par où on entrait et sortait de la maison? 它走另外一个门，请你看。还有另外一个门你看，他们家60年不开门，总得有一个门可以走吧？他就走这个门。这个就是之前那个，这算是侧门了吧？之前这是专门开了个侧门，把那个门修好了以后，修个侧门。走这里走了个60年。以后呢，要那边呢做一个大事，就是很好的喜事。再开了个大门。它这就是一个60年的价值，一个轮回，它的风水就卷了，可以开那个门了。Pour les Dzi, l'entrée principale de leur maison était la plus importante figure divinatoire. Ils entraient et sortaient de leur maison sans passer par son entrée principale pendant 60 ans pour suivre scrupuleusement les conseils d'un géomancien dans l'intérêt de la prospérité de leur clan et de leur commerce. Ce clan a-t-il réalisé effectivement les développements ultérieurs voulus par les ancêtres? En réalité, la prospérité d'un clan, quel qu'il soit, est étroitement liée à celle de l'État et de la nation. La prospérité du bourg de Poucheux, comme celle du clan Dzi, dans ce bourg, a connu des hauts et des bas. Seule l'ingéniosité et la diligence dont il avait fait preuve dans la construction de sa maison ont beaucoup contribué au développement de cette famille. À part le lotissement des Dzi, ce clan a également construit 3 autres villas gigantesques et magnifiques dans le bourg de Poucheux. Elles étaient toutes entourées de très vastes champs, des champs cultivés à rendement très élevé. Ces 3 demeures illustrent bien le développement du clan Dzi. La première demeure est construite en briques rouges locales, un matériau très vulnérable à l'érosion. Ayant fait fortune, les Dzi se mirent à construire leur deuxième demeure, cette fois en pierre taillée. La paroi extérieure du mur, en ce matériau, demeurera intacte au bout de plusieurs centaines d'années. Les Dzi, malgré leur pléiade de villas magnifiques et leurs vastes champs cultivés, ne furent pourtant pas les plus riches dans le bourg de Poucheux. Flânant dans le bourg, on trouve facilement des ruelles baptisées chacune d'un nom de famille, comme la ruelle des Li, la ruelle des Yang ou la ruelle des Yu, etc. C'étaient des familles très riches dans ce bourg. Leurs maisons longeaient souvent toute une rue, voire s'étendaient jusqu'au bord de la rivière. Elles y construisaient leur propre appontement pour faciliter la manutention des marchandises. Ce qui faisait que le bourg de Poucheux était à l'époque parsemé de 45 ruelles et possédait 24 appontements. Les hommes d'affaires riches résidant à Poucheux étaient originaires de divers endroits du pays. Des étrangers y ont ouvert aussi des firmes. Ces gros bonnets du commerce y construisaient des demeures gigantesques de différents styles dont la décoration design avait été diversifiée, si bien que le bourg de Poucheux avait l'allure d'un musée. Dans cette maison antique qu'on appelle l'école des Li, on voit une architecture spéciale. 这个堂屋怎么会有一个这个斗？是这个叫斗窗，就像窗户一样的采光的，用来采光的呀。用来采光的。必须光线比较暗，就要讲它这个采光。 Cette lucarne entonnoir est en réalité versatile.
这个斗床呢，它好像一个漏斗了，上面窄，下面宽。这个口子小了比较安全一些。即使倒着到瓦边上去了呢，你上面小，下面的脚扒不稳。所以这个是代替了窗户啊，代替了窗户，比窗户更加的防盗。防盗。 Dans le bourg de Poucheux, pas mal d'habitations sont munies de lucarnes entonnoirs, car les grands négociants nantis se souciaient beaucoup de leur sécurité. Ils ont construit des maisons avec sous-sol, munies de lucarnes entonnoirs anti-effraction et entourées de hauts murs. Ils comptaient aussi sur un dieu protecteur pour leur assurer leur sécurité. Dans un lieu appelé Matro-Doué Matro du bourg de Poucheux, les hommes d'affaires ont construit un temple pour assurer leur sécurité. Il s'agit du temple du Bouddha du Dragon Noir, une divinité de l'eau. Le 3e jour du 3e mois et le 6e jour du 6e mois, les habitants organisent une procession dite du port du Dragon Noir. Les porteurs du Dragon Noir se mettent à s'affairer dès les petites heures du matin. L'organisation de la procession du Bouddha du Dragon Noir est un grand événement dans le bourg de Poucheux. Dans le cortège, il y en a qui feraient un passage, qui font escorte. À mi-chemin, cette procession fusionne entre un cortège de contes théâtrales joués avec des enfants. La nouvelle procession est gigantesque, festive et bruyante. La procession du Bouddha Dragon Noir sillonne les rues et les ruelles du bourg de Poucheux. Dans le temps, on était très fiers de voir la procession passer devant chez soi. Les maîtres des demeures gigantesques savaient déléguer quelqu'un pour souhaiter devant la porte de leur maison la bienvenue au Bouddha Dragon Noir. Car ils croyaient à ceci, plus le temps d'arrêt de la procession devant chez soi était long, plus ses affaires seraient prospères. Le Bouddha Dragon Noir est leur protecteur. Les grands négociants propriétaires de ces anciennes demeures se sont éloignés, mais le Bouddha Dragon Noir continue à apporter le bonheur et la paix à la population du bourg de Poucheux. Comme la rivière Yuan se précipitant vers l'est, elle l'a rendu prospère et riche dans le passé et elle lui promet maintenant un bel avenir. Ce bâtiment de cuivre, un édifice bouddhiste du temple Xiantrong sur le mont Wutrai, fut construit par le moine Miaofeng sous la dynastie des Ming au XVIe siècle, avec les donations qu'il avait collectées dans 13 provinces. À l'époque, il avait fait construire 3 copies. 2 avaient été déposées respectivement au mont Hemei et à Nanting. Mais suite aux intempéries, aux détériorations d'origine humaine, elles n'y sont plus. Seule la copie du mont Wutrai a survécu. Les 5 pagodes en cuivre représentent les 5 sommets du mont Wutrai. Les 7 édifices du temple Xiantong sont alignés dans l'axe de la grande salle du trésor puissant, de la salle sans poutre et de la salle en cuivre. La grande salle du trésor puissant est l'édifice principal du temple. Il y a 1900 ans, sous la dynastie des Han de l'Est, des moines indiens firent construire à l'emplacement de cette salle le premier édifice dédié au bouddhisme du mont Wutrai. Introduit en Chine en l'an 67, le bouddhisme indien est parvenu au mont Wutrai l'année suivante. Comme le relief ici ressemble beaucoup à celui de Rajgir en Inde, au lieu du bouddhisme, des moines indiens décidèrent donc de construire un temple ici. L'empereur Ming des Han de l'Est baptisa le temple Ta Fu Ling Tiao. C'est la raison pour laquelle on l'appelle aussi le temple ancestral du mont Wutrai. Il fut restauré au fil des siècles. La grande salle du trésor puissant, dans son état actuel, fut reconstruite en l'an 1899.
C'est la plus grande du genre sur le mont Wutai, où figurent les effigies de Sakyamuni, du Bouddha Baisaja Guru Vaidulya Pradaharaja et du Bouddha Amita. Pendant 500 ans, de la dynastie des Han de l'Est à celle des Trang, le bouddhisme indien s'est intégré à la société chinoise. Les documents historiques portent cette mention. Des temples sont construits en grand nombre sur le mont Wutai. Cependant, pendant cette période, le bouddhisme disparut, suite aux troubles dus à la guerre en Inde. Durant les dynasties des Sui et des Trang, le mont Wutai devint un lieu d'étude pour les bouddhistes de toutes sectes à l'époque, qui réunissaient des moines venant de l'Inde, du Népal et du Sri Lanka. En 522, c'est d'ici que le moine Semata du mont Wutai partit pour le Japon par voie maritime pour y prêcher le bouddhisme. Par la suite, le Japon envoya en retour de nombreux disciples pour étudier les sutras bouddhiques en Chine. La salle sans poutre est un autre édifice du temple Xiantong. Elle fut reconstruite sous la dynastie des Ming. Elle est faite exclusivement de briques, en contraste avec le reste des édifices du complexe faits en bois, dans le style architectural traditionnel. Sous les dynasties des Song et des Yuan, le bouddhisme tibétain a commencé à faire son apparition sur le mont Wutai. Des moines de différentes sectes et de différentes régions se réunissaient ici, avec des cultures de tous horizons. La forme architecturale de la salle sans poutre a sans doute été influencée par une culture étrangère. Mais la structure, proprement dite, fait penser à une voûte traditionnelle chinoise. L'ensemble est donc un mariage entre la culture locale et des cultures étrangères. Le temple Xiantong connut les hauts et les bas du bouddhisme au cours des 2 millénaires qui ont suivi l'introduction de cette religion en Chine. Il est unique, par le simple fait que des édifices construits avec différentes matières, comme le bois, la brique et le cuivre massif, coexistent dans un seul temple.